déjà coulé, soit qui vont couler cette année, quoi, ou l'année prochaine. Et donc, il y a eu énormément de traction dans ce domaine, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à se dire « Waouh, c'est peut-être pas un super investissement ce qu'on a fait ». Donc, et puis il y a eu 2008, enfin la fin 2008, 2009. Là, le marché reprend. Là, par exemple, on est en production maintenant, on génère 20 millions de dollars de revenus par quarter. Donc on est, bon, c'est pas mal, mais il faut passer au step suivant qui est de pouvoir augmenter nos marges. Et c'est un marché de commodité, donc tu augmentes tes marges avec le volume. Donc il faut s'agrandir, il faut faire encore du revenu, il faut... Qui t'achète? Est-ce que ce sont des installateurs ou est-ce que ce sont directement des... Non, alors on a des clients across the board, c'est-à-dire on a des clients en Asie, on a des clients en Europe, on a un très bon client en France, on a aussi des clients aux États-Unis, et on a bénéficié, mais ça c'est vraiment un accident, on a bénéficié d'un concours de circonstances qui est quand on a racheté notre boîte au Canada qui est basée à Toronto. L'Ontario a créé ce qu'on appelle un feed-in tariff. En fait, le feed-in tariff, je peux expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous générez de l'électricité qui est renouvelable, le gouvernement peut créer une structure pour favoriser le renouvelable. Et pour faire ça, comme le renouvelable n'est pas nécessairement compétitif avec le coal ou tout autre, ou le hydro, ou le nucléaire, il crée ce qu'ils appellent une structure de coût pour l'énergie renouvelable qui est plus élevée en kilowattheure que ce que vous payerez si vous utilisez une source traditionnelle. Et c'est ce qui a développé tout le marché renouvelable en Allemagne, parce que les Allemands ont inventé cette structure de feed-in tariff. Ça veut dire que vous allez payer 10 centimes de dollars ou d'euros pour votre énergie traditionnelle, mais si vous revendez votre énergie qui est créée par le solaire, vous allez la revendre 50 centimes d'euros. Et donc, les gens, en mettant des panneaux solaires sur leur toit, c'est devenu un cost center. Ça veut dire ça leur a permis non seulement de complètement écumer les coûts du solaire et de ne pas payer d'électricité, mais aussi d'avoir un chèque tous les ans, quoi. Un chèque significatif en fonction de l'énergie que vous créez. Et donc ça s'est développé à des fermes solaires où on crée ce qu'on appelle des power plants avec plusieurs dizaines de mégawatts d'électricité qui est générée par an. Et donc cette structure de feed-in tariff qui existe en France aussi, qui existe en Italie, qui existe beaucoup en Europe, qui n'existe pas aux États-Unis mais qui va être mis en place, existe au Canada. Mais les Canadiens ont créé ça, en fait, l'État de l'Ontario a créé ça pour favoriser les emplois au Canada, en particulier dans l'Ontario. Et donc il faut avoir ce qu'ils appellent Ontario Content. Ça veut dire que si jamais vous installez un système solaire chez vous, il faut que quelque part vous ayez quelque chose qui soit fait au Canada là-dedans. Et donc nous on a racheté une boîte qui fait du silicium, et donc on a 15% de Ontario Content juste parce qu'on fait le silicium en Ontario. Donc on n'a pas beaucoup de mérite, mais on a utilisé cette avenue pour aussi développer notre business au Canada parce que ça nous permet ça permet à nos clients d'avoir ce qu'on appelle Ontario Content. Donc on a été un peu chanceux sur ce coup-là, quoi. Parce que en fait, quand on a racheté la boîte en début d'année, le projet de feed-in tariff a été mis en place le mois suivant, quoi, au Canada. Donc c'était vraiment pas quelque chose qui était prévu. Donc il faut avoir un peu de chance. Oui. Mais tu connais la devise américaine qui dit que la chance est le produit de la rencontre, de la préparation et de l'opportunité. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt, la chance... Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est l'opportunité. Et c'est là où je pense que les Américains sont très forts parce que moi je me rendais compte, je disais à nos investisseurs qu'il fallait qu'on s'intègre verticalement et que c'était important pour la boîte. Mais et puis quand ils veulent faire quelque chose, ils mettent les moyens, quoi.
il faut absolument le faire, ça devient une priorité, ils mettent toutes les actions pour que ça se passe, quoi. Et donc, cette boîte qu'on a rachetée a été évaluée à $1 milliard au pic. On l'a rachetée pour ce qu'on appelle peanuts, parce qu'on l'a racheté au moment où le marché s'est effondré. Donc, et là, ils savent mettre les moyens, quoi. Ils ne se posent pas de questions. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça peut être bon, ça peut être pas bon, mais on verra, quoi. Et c'est là où tu sens que les investisseurs américains ont une philosophie qui est vachement différente des investisseurs européens par rapport aux investissements et à faire évoluer une boîte. Quel est l'avantage ou quelle est la technologie sur laquelle ton entreprise est fondée? Qu'est-ce que vous faites de différent? En fait, c'est d'une simplicité enfantine. Comme on dit en anglais, we go backwards. Ça veut dire que tu arrives au produit final et tu dis ce produit final il coûte tant, comment je vais faire pour qu'il coûte moins cher? Et donc tu dis ok, je veux avoir un produit qui est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire qui coûte moins cher? Donc quand tu fais l'étude du produit, tu te rends compte que 80% du coût du produit vient du silicium. Mais parce que le silicium est cher et parce qu'il est parce qu'il processe, parce qu'il a des étapes de procession tellement importantes pour pouvoir le rendre au niveau où on peut avoir ce type de produit. Et donc notre techno est très simple, c'est de dire ok, on a ce produit qui coûte $10, $8 sont liés au silicium, et ben je vais utiliser un silicium qui me permet de baisser mon coût de 50%. Ça veut dire que je vais essayer de mettre un silicium à $4. Et je vais développer ma techno pour que ce silicium à $4 me permet d'avoir les mêmes performances que ce produit à $10. Et ça augmente ma marge de 20 ou 30%. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a développé une techno qui nous permet d'utiliser un silicium qui est beaucoup moins purifié que le silicium traditionnel, mais qui nous permet d'avoir les mêmes qualités que le produit. Quel est le rendement aujourd'hui du photovoltaïque? Alors, il y a 1 watt d'énergie solaire. Tu as combien d'énergie électrique Alors, disons que parler d'efficacité, ça ne vous dira pas grand-chose, dire quelle est l'efficacité d'une cellule ou d'un module. Mais il vaut mieux parler en termes de watts, comme tu dis. Hein. Donc, par exemple, un module qui fait 250 watts, donc pour avoir un système qui fait 1 kilowatt, il faut 4 modules sur votre tour. Pour une maison traditionnelle comme celle qu'on a ici en Californie, il faut typiquement des systèmes qui font entre 4 et 6 kilowatts. Ça dépend si vous avez une piscine ou si vous avez un jacuzzi ou si vous avez quelque chose qui consomme de l'électricité. Et à partir de là, ça génère typiquement 10 000 kWh qui est à peu près la consommation de ce que vous consommez par mois pour une maison traditionnelle. Mais ça, c'est une partie de la valeur ajoutée, parce que le marché résidentiel, le marché des maisons, c'est un marché qui est limité. Ce qui est important, c'est de pouvoir créer un système qui permet d'utiliser le solaire, mais à très grande échelle, à l'échelle de, par exemple, des énormes générateurs de puissance qui peuvent générer jusqu'à 10 MW par unité. Et à ce moment-là, ça commence à pouvoir donner de l'énergie à des petits villages ou des villes ou des choses comme ça. Et l'autre truc qui est très important, c'est ce qu'on appelle la connexion à la grille électrique, qui permet justement de pouvoir transférer toute l'électricité et de pouvoir la transporter à différents environnements. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup développé en Europe, avec toutes les grilles qui sont connectées au système, au power plant, et ça se développe beaucoup aux États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas des bons systèmes de transmission d'électricité.
c'est vraiment Antique, c'est vraiment très antique, quoi. Je veux dire, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Tu as quelques régions en Californie qui ont des bons transports d'électricité, mais c'est là où on parle d'intelligence, de transport et des choses comme ça, où il y a énormément d'argent qui est mis en place. L'autre truc aussi sur lequel on surfe aujourd'hui un petit peu, c'est que les États-Unis veulent garder de la production en place aux États-Unis. Et donc on a eu une subvention de l'administration Obama qui permet de développer le solaire aux États-Unis. Enfin, de développer notre business de manufacturing aux États-Unis. Et tu veux travailler encore 50 ans dans cette entreprise ou Non. Non, tu sais, je vais beaucoup en Europe parce qu'on a beaucoup de clients européens et je prends beaucoup EasyJet, qui est une compagnie low cost, parce que bon, ça va entre Lyon et Berlin par exemple, et ça va entre... tu peux prendre un aller simple sans avoir à payer le plus fort pour avoir un aller-retour sur la France ou sur une autre compagnie. Donc, comme une start-up, il faut faire attention à notre budget voyage. Et EasyJet ont un magazine absolument génial. Donc ils ont toutes les villes où ils vont, avec les restaurants qu'ils recommandent dans chaque ville. Donc en général, je regarde, par exemple, à Paris, j'ai testé l'atelier de Robuchon, qui est vraiment très bien, qui a été recommandé dans ce truc, qui est vraiment pas mal. Mais aussi, ils ont des endroits incroyables, quoi. Par exemple, ils conseillent des destinations incroyables avec des photos, avec des histoires, ce qu'il faut faire, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans cet avion, quoi? Aller à Berlin pour aller à un meeting, essayer d'attraper mon vol pour San Francisco pour pas passer le week-end en Europe, mais des fois je me dis, waouh, ça serait sympa d'arrêter de bosser, quoi. On va prendre 6 mois, on va faire autre chose que prendre des avions et aller voir des clients et aller voir des fournisseurs et que chacun pleure en disant voilà, ça marche pas, ça marche, voilà, il faudrait faire ça, les prix sont trop chers, etc. Et tu te dis waouh, t'as envie de faire autre chose, quoi. Donc travailler 50 ans dans cette boîte, non, ça c'est sûr. Et tu as des hobbies, tu joues du violon, de l'accordéon? Non. Tu fais de la planche à voile? Je fais, ouais, voilà. Alors, ce que j'aime faire, je fais beaucoup de planches. Donc, Romain fait aussi de la planche, mais lui, c'est un pro. Je sais pas si tu continues à faire de la planche. Il essaie de m'embarrasser. T'as plus le temps. Hein. C'est de la fiction, non, j'en fais plus, je suis trop vieux maintenant. Mais bon, je me suis mis un petit peu au kite, qui est sympa parce que c'est à côté de la maison. Et puis, c'est un truc de fou, ça. C'est un truc incroyable. J'ai commencé il y a 8 mois et c'est dément, quoi. On fait des sauts incroyables. Donc j'adore ça. Mais j'ai jamais le temps, quoi, parce que tu vois, quand tu finis le week-end, ça te prend 5 heures pour partir et puis essayer de faire ces trucs. Et après, ça veut dire que tu passes pas assez de temps avec les enfants. Donc, j'ai envie d'arrêter de bosser 15 heures par jour, quoi. Mais c'est excitant, c'est vachement intéressant ce qu'on fait. Et puis, ta femme est radiologue, c'est ouais, ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit de tes habitudes de travail? Elle est sympa. Elle est sympa. Elle travaille beaucoup, elle aussi. Elle travaille à San Francisco, donc on a un commute qui est... Moi, je descends vers Sunnyvale, elle monte à San Francisco, on habite entre les deux. Et elle est vachement sympa parce qu'elle voit qu'il y a des choses qui se passent, donc la boîte avance. Il y a beaucoup de travail, donc elle se plaint évidemment tout le temps, mais elle est vachement supportrice. Évidemment, je veux dire, il faut qu'elle se plaigne, quoi. C'est par principe, quoi. Mais bon, elle pousse pas, quoi. Donc c'est bien. Écoute, c'est très bien. Je vais te livrer aux questions de l'auditoire en te remerciant de nous avoir un peu éclairé sur ce qui se passe dans le solaire, parce que on est tous en train de regarder ça en se demandant c'est pour moi, c'est pas pour moi. Je pense que le solaire est le domaine, je pense, qui va évoluer énormément dans les 10 prochaines années. Parce qu'il y a des technos qui permettent,
juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a deux chiffres qui sont importants dans le solaire. Le premier, c'est le prix du kilowattheure, c'est-à-dire ce que vous payez quand l'électricité